Je crois que c'est une mauvaise façon parce qu'en fin de compte, on n'apprendra rien. On n'apprend jamais la langue à travers les règles. Les règles, on les apprend au fur et à mesure qu'on avance dans les lectures et dans la recherche. Je crois que le mot-clé dans l'apprentissage de la langue française, c'est plus la recherche que l'apprentissage des règles. L'apprentissage des règles ne sert à rien. Donc voilà pourquoi j'ai préparé pour vous donc, un programme vraiment très chargé, n'est-ce pas, qui va vous faire travailler. N'oubliez pas que vous êtes en master, donc vous êtes censé travailler, galérer, faire beaucoup d'efforts. Et j'ai parlé déjà de la dernière fois de mon travail qui vient de l'étymologie trépalium, qui est une machine de torture, qui veut dire que dans chaque travail, il y a toujours de la souffrance. Vous devez toujours souffrir, vous devez toujours donc faire un effort pour réussir et pour arriver à atteindre vos objectifs. Alors, grosso modo, pour ne pas donc tarder sur cette question d'organisation, je vais vous parler de tout ce que nous allons faire au juste. Les 3 premières séances, je vais faire un pour vous montrer l'importance de la communication, surtout dans votre domaine qui est le droit, et aussi un autre domaine qui n'est pas au plus moins important, qui est celui de la politique. Quelle relation entre communication et politique que je ferai aujourd'hui. J'essaierai de vous montrer cette corrélation, cette relation étroite entre la communication et la politique. Et pourquoi un politicien ou un juriste doivent obligatoirement avoir entre les mains un ensemble de techniques de communication. Le travail de cette personne, le politicien et le juriste, ne peut se passer des techniques de communication. Alors, en ce qui concerne les exposés, je vous donnerai un exemple. Donc, les exposés que j'ai fait avec notre groupe, je crois la promotion, donc la promotion 7, vous êtes promotion 8, n'est-ce pas? Dans la promotion 7, j'ai travaillé avec eux une série d'exposés sur plusieurs sujets. Je vous donnerai un exemple. Donc, voilà, donc je vais partager avec vous. Donc, je vais faire un partage. Voilà. Donc, présenter maintenant. Donc, micro. C'est M. Younes Ibrahimi? Non, c'est Abdel, c'est moi. Non, c'est moi parce que c'est le monsieur qui a formaté mon PC la dernière fois et il a gardé son nom. Donc voilà, donc j'ai donc de l'écran, les fenêtres. Voilà. Attendez. Voilà. Alors voilà. Est-ce que la présentation est visible sur vos écrans? Oui. Oui. Il y a 4 personnes qui viennent de nous rejoindre. Oui, monsieur. Voilà, c'est bon. Donc, les sujets que nous allons donc essayer de débattre, les voilà. Vous les avez maintenant. Regardez, l'importance pour nous, je le répète, dans notre cours, l'importance est accordée beaucoup plus à la langue qu'à ce qui est disciplinaire. Donc, les sujets que vous allez choisir, ils vont être bien sûr des sujets puisés dans ce que vous êtes en train de faire, à savoir les sciences pénales ou les sciences pénales internationales, ou n'importe quel sujet en relation avec le droit ou un sujet qui vous tient à cœur. L'essentiel, un sujet en relation avec les thématiques abordées dans notre faculté, qui est une faculté de sciences juridiques et politiques. Alors, vous avez donc un exemple ici. Voilà, il y a des étudiants qui ont déjà travaillé sur le sujet de la violence contre les femmes au niveau de la loi marocaine. Vous voyez déjà ce que je vois? Oui, monsieur. Bon. Merci. Ces sujets que vous êtes en train de voir maintenant, ce sont des sujets à titre d'exemple. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. C'est à vous de choisir d'autres sujets. Dans le domaine de droit, les sujets ils sont vraiment très, très variés. Moi, ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est qu'en choisissant un sujet, choisissez le sujet dans lequel vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Ça veut dire le sujet que vous pouvez dominer. Pourquoi? Parce qu'une fois le sujet est clair pour vous, et je souligne le mot clair, vous pouvez facilement trouver les mots pour exposer. Ça veut dire pour parler devant vos camarades de ce sujet. Je le rappelle, ça je l'ai dit la dernière fois, mes exposés ne sont pas des exposés avec une feuille. La feuille à la main est interdite. Est-ce clair? Le sujet doit être un exposé oral qui ne dure pas beaucoup, seulement 5 minutes,
seulement 5 minutes. Et bien sûr, on peut céder la parole à notre étudiant qui va lui se présenter son travail en 3, 4, 5 minutes. L'essentiel, un travail qui doit être oral. Il n'y a pas de feuille. C'est clair? Celui qui veut monter sur scène ou venir au tableau avec une feuille, ce n'est pas la peine qu'il vienne. Je le dis et je le répète. Impossible d'avoir une feuille. Pourquoi? Parce que déjà, vous aurez suffisamment de temps pour préparer votre travail. Donc, vous avez entre 3 semaines ou 4 semaines et plus. Donc, je crois que dans 3 semaines, si je prépare un petit exposé, je peux l'apprendre par cœur. Pourquoi pas? Est-ce clair? Alors, regardez donc un échantillon d'exemples des sujets qui ont été travaillés par vos camarades l'année dernière. La violence contre les femmes au niveau de la loi marocaine, le délit de vol en droit marocain, droit à l'égalité, l'article 19 de la Constitution marocaine, le principe d'égalité entre l'homme et la femme au Maroc, l'action publique et l'action civile, l'égalité entre l'homme et la femme, la protection sociale, les droits des personnes détenues, l'infraction de l'harcèlement sexuel, la protection législative de l'environnement, histoire de l'avocat. La liaison entre le derrière formant code des obligations et des constitutionnalisations de la langue amazigh, 1er juillet 2011. Ce sont les sujets qui ont été choisis par vos camarades et vraiment, nous avons, si je me rappelle très bien, nous avons passé de très bons moments avec vos camarades. Alors, ce qui m'intéresse le plus dans ces exposés qui vont être des exposés très courts, c'est que tout le monde doit participer à ces exposés. Demain, Inch'Allah, vous allez recevoir une feuille que vous allez remplir. Tout d'abord, vous m'avez dit que vous êtes 46. Nous allons donc faire à peu près un exposé par 2, ce qui va donner en total 23 exposés. Oui ou non? Alors, vous allez me donner 23 exposés. Donc, chacun de vous doit choisir son binôme, ça veut dire la personne avec laquelle elle va travailler. Je ne vais pas vous montrer comment, c'est à vous de se débrouiller avec. Chacun cherche une autre personne avec laquelle travailler. C'est bon? Donc, vous allez travailler par 2. Donc, en total, nous aurons 23 exposés. Alors, la feuille que je vais vous donner demain, cette feuille, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir des titres que vous allez remplir. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous donner donc un travail comme ça, mais je vous ai préparé un modèle, n'est-ce pas, à suivre, que je vous enverrai aussi pour que vous puissiez le remplir, est-ce clair, après avoir choisi votre sujet. Là, alors regardez ici, donc je vais donc arrêter le partage et faire un nouveau partage. Donc un nouveau partage, le voilà. Voilà, fenêtre. Et voilà. Est-ce que vous voyez ce partage, s'il vous plaît? Est-ce que c'est visible? Oui, mais Regardez cette feuille-là, je vais vous l'envoyer donc demain, vide. Et ça, c'est un exemple. Je répète, ça, c'est un exemple que je vous ai fait pour vous aider à concevoir la chose. Ok. Donc, regardez ici. Alors, la feuille que vous allez recevoir demain, il va y avoir, donc, au titre, donc, au sommet, il va y avoir le nom des étudiants. Ok. Donc, il y a des étudiants qui arrivent, donc je m'excuse. Donc, titre de l'exposé, tout d'abord le nom des étudiants, mais aussi, j'ai oublié autre chose, le nom des étudiants plus l'apogée. Et donc, il doit y avoir 2 étudiants avec 2 apogées, bien sûr. Alors, ces 2 étudiants, ils vont choisir un titre pour leur exposer. Alors, l'exemple que je viens de vous choisir ici, c'est celui-ci, le crime écologique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du crime écologique? Jarima al-Bay'iyya. N'est-ce pas? Oui, c'est. Soit on l'appelle le crime écologique ou le crime environnemental. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui fait partie de vos préoccupations en tant que chercheur dans le domaine des sciences pénales. N'est-ce pas? Alors, ce sujet-là, comment on va essayer de l'aborder? Dans ma science de français, je le répète, l'important, c'est pas
c'est pas se fatiguer à faire c'est pas se fatiguer à approfondir la recherche vraiment. C'est vrai, si vous arrivez à faire une recherche très approfondie, c'est bien. Mais moi, je vais pas vous encombrer par trop de recherches. J'aimerais que pendant les 10 minutes ou les 8 minutes que vous allez prendre la parole, donc les étudiants, vous êtes capable de transmettre un message clair à vos camarades. C'est quoi un crime écologique? Mais pour arriver à ça, pour que ce que vous êtes en train de faire soit clair, vous devez vous-même d'abord comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est quoi la première chose avant de commencer n'importe quel sujet? Et ça, vous allez le voir lorsque, Inch'Allah, vous allez faire votre mémoire de master. La première chose, la première pièce que vous devez avoir entre les mains pour démarrer votre itinéraire de recherche, c'est la problématique. On ne peut jamais avoir un sujet, on ne peut jamais avoir un travail de mémoire, de thèse, de doctorat sans avoir une bonne problématique. C'est la bonne problématique qui vous assure que vous êtes sur le bon chemin. Alors pour notre sujet, qui est le crime écologique ou le crime environnemental, j'ai choisi une problématique très facile, très simple. Comment sensibiliser efficacement le grand public aux conséquences néfastes du crime environnemental? Est-ce que la problématique est claire? Oui. Je crois que la problématique est vraiment très claire. Alors maintenant, puisque nous avons des étudiants, chaque étudiant doit bien sûr aborder un aspect de la problématique. Voilà pourquoi, dans cette feuille que vous allez me donner, vous allez donc obligatoirement désigner 2 axes pour votre problématique. Donc le premier étudiant va aborder ça veut dire yatatarraq. Le premier étudiant va aborder le premier axe et le deuxième étudiant va aborder le deuxième axe. Par exemple, c'est quoi le premier axe ici? Les formes courantes de crime environnemental. Donc, lorsqu'on parle de crime écologique, n'est-ce pas? Donc ça, le premier étudiant va parler de ça. Le premier étudiant va définir d'abord c'est quoi un crime environnemental et il va nous donner par la suite les formes courantes de crime environnemental. C'est bon? Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder la parole à son copain. Il va bien sûr donner la parole à son copain. Les techniques, c'est ça ce qu'on va travailler. Comment faire l'entrée, comment présenter la problématique, comment présenter les axes, comment donner la parole à son ami. C'est ce qu'on va travailler. Est-ce clair? On va travailler. Et vous allez travailler le français, bien sûr. Le deuxième étudiant, qu'est-ce qu'il va travailler? Il va aborder le deuxième axe qui est les solutions pour prévenir et combattre le crime environnemental. Et bien sûr, lorsqu'on parle des solutions, la solution incontournable et la solution numéro 1, c'est quoi? C'est l'arsenal juridique. Est-ce clair, s'il vous plaît? Et bien sûr, l'étudiant qui va faire cette recherche, il va creuser, il va chercher dans les lois pour nous amener, pour nous parler de ces lois, dans ces lois marocaines, bien sûr, qui ont pour but de combattre, de prévenir contre le crime environnemental. N'est-ce pas? Quelles sont ces lois? Et bien sûr, l'arsenal juridique marocain dispose de plusieurs lois dans ce sens. Donc ça c'est... Et après, bien sûr, après que l'exposé donc soit terminé, maintenant vient le tour des débats. C'est quoi le débat? Ça veut dire tout simplement que si nous avons une séance de 2 heures, dans cette séance de 2 heures, on va faire 2 exposés. Alors, les étudiants qui vont terminer leur exposé dans 10 minutes ou 8 minutes, ça va être bref, parce que ça va être oral. Maintenant, ils vont devenir des animateurs. Ils vont devenir des animateurs. L'animateur, qu'est-ce qu'il fait? L'animateur, il pose des questions. Les questions que les animateurs vont poser au public ne vont pas être des questions surprises. Vous savez, comme par exemple au Parlement. Au Parlement, il n'y a pas de questions surprises. Vous savez, فاش كنهضروا على البرلمان الاسئله اللي كيطرحوا البرلمانيين واخا هي اسئله كتبان مباشره ولكن راه ماشي اسئله ما عمرها كتكون اسئله مباشره. هذاك السؤال اللي كيطرح البرلماني في البرلمان راه توصل به ديوان الوزير شهر قبل. فراسكم ما فراسكمش؟ وي في البرلمان كيكون موجد جواب لكل سؤال. On va faire la même chose. Ce sont les principes de la communication.
حتى حنا bien sûr هذوك le public qui va débattre هذا le problème ديال le crime écologique, on va pas les surprendre. On doit leur donner les questions d'avance. Ça veut dire un mois ou là 3 semaines ou là 4 semaines avant. Donc le jour de l'exposé, le jour de cet exposé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chaque étudiant doit avoir devant lui une feuille double où il y a les réponses des questions. Est-ce que c'est clair? Comme le ministre. Oui. Comprenez la stratégie que nous suivons. Donc déjà, chaque étudiant a déjà fait un effort d'écriture. Je ne parle pas des étudiants qui trichent ou des étudiants qui font copier-coller. À mon avis, le master, c'est une occasion pour s'améliorer. C'est clair? Ne trichez pas, parce que si vous trichez, vous le resterez toujours. Le master, c'est une phase préparatoire pour un pas beaucoup plus grand, beaucoup plus solide, qui est celui du doctorat. Donc, si vous voulez donc entrer dans le domaine, dans l'univers du doctorat, avec beaucoup de confiance, avec une formation solide, croyez-moi, vous devez saisir l'occasion du master et faire une très bonne préparation, la formation, formez-vous. Est-ce clair? Bien sûr, Oui, c'est clair. vous pouvez facilement trouver des réponses sur Internet, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, il faut que vous fassiez une recherche sérieuse et que vous appreniez quelque chose. Est-ce clair? Alors, ces questions-là, ces questions que vous allez donc que vos camarades vont préparer, voilà, ils sont 7. Alors, on va leur donner ces questions. Par exemple, quelles sont selon vous les principales formes de crime environnemental qui menacent notre planète aujourd'hui? Qui sont les acteurs responsables du crime environnemental? Les individus, les entreprises, les gouvernements ou une combinaison de tout trois? Comment pouvons-nous sensibiliser efficacement les populations à l'importance de protéger l'environnement et à la gravité du crime environnemental? Quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontées les autorités dans la prévention et la répression du crime environnemental, et ainsi de suite? Des questions qui sont très faciles, très abordables, des questions qu'on pose même au lycée. C'est clair? Mais pour moi, l'important, c'est quoi? L'important, c'est que chaque étudiant, chacun de mes étudiants a déjà fait le travail à la maison. Ça veut dire qu'il a déjà répondu à 7 questions dans une double feuille. Et une fois il arrive, n'est-ce pas, après l'exposé de leurs camarades, ces camarades ils vont leur poser des questions, ou bien sûr, chaque étudiant doit répondre oralement. Ce n'est pas la peine de voir dans sa feuille parce qu'il a déjà répondu, fait la réponse. N'est-ce pas? Vous devez répondre oralement. Donc, vous voyez comment ce travail, l'étudiant va faire un travail sur l'écrit à la maison, et en classe, il va faire un travail oral. Donc, il y a l'expression orale. Donc, dans ce travail, on aura, Inch'Allah, donc, à la fois l'expression écrite, parce que c'est vous qui allez rédiger ça à la maison, et aussi l'expression orale. Alors, les feuilles, une fois le débat terminé, le débat qui va prendre, je crois, donc une demi-heure ou 40 minutes, pour qu'on puisse passer à notre débat. Donc, après avoir terminé ce débat, je vais ramasser donc les feuilles et je vais donc les corriger. Et si je trouve qu'il y a un phénomène de langue qui se répète chez plusieurs de mes étudiants, la séance prochaine, je vais réserver, donc je vais consacrer 1 heure pour en parler. Ça me tient là? Oui. Oui. C'est mes étudiants commettent. Je ne parle pas des étudiants qui font copier-coller. Est-ce clair, s'il vous plaît? Croyez-moi, s'il vous plaît. Je peux facilement, très facilement distinguer les étudiants qui font copier-coller et les étudiants qui ont fait un travail eux-mêmes. Et la dernière fois, je vous ai parlé de l'erreur. Croyez-moi, l'erreur, elle est constructive. Ça veut dire l'erreur ne construit. Ne croyez pas que l'erreur est une chose mauvaise. Attention, l'erreur est une très bonne chose parce que c'est le tremplin qui nous permet d'avancer et d'aller de l'avant. Sans l'erreur, on ne peut pas y aller de l'avant. Et croyez-moi, quels sont ceux qui réussissent? Ce sont ceux qui font des erreurs. Alors que ceux qui ne font pas d'erreurs, ce sont ceux qui ne bougent pas. Est-ce clair? Moi, je ne veux pas des étudiants statiques et stagnants. Non, on veut avancer et aller de l'avant, bien sûr. Donc ça, c'est concernant la stratégie des exposés. Donc, s'il vous plaît, demain, cet après-midi même, ou demain, vous allez recevoir une feuille comme celle-là, mais vide. Vous allez trouver seulement les noms d'étudiants, l'apogée, titre de l'exposé, problématique, les axes du sujet et le questionnaire. Le questionnaire, combien de questions j'ai dit? 7. 7 questions.
À votre connaissance, j'ai pas choisi donc cette question comme ça. Ça, c'est pour votre culture générale. Je n'ai pas choisi 7 comme ça d'une façon générale, d'une façon arbitraire. Je suis prof de communication et je sais que normalement la mémoire humaine, il ne peut pas capter que plus de 7 au moins 2 au plus 2. Si vous voulez faire plus de recherches, vous pouvez donc chercher ça. C'est pour votre culture générale, bien sûr. Et ce qu'on appelle le nombre magique. Le nombre magique, 7. 7. Pardon. Voilà. Le nombre magique, 7 plus moins 2. الرقم السحري 7 إما زائد 2 ولا ناقص 2. يعني ما بين 5 حتى 9. 7 plus moins 2. Vous trouvez ça sur Internet facilement et le comprendre. Pour comprendre pourquoi j'ai choisi cette question et non pas 10 questions ou la 20 ou la 30. En fait, c'est parce que ça fait partie du nombre magique. Donc, j'efface cela. Est-ce que la stratégie est claire? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, c'est clair. Première chose, vous allez tout d'abord choisir votre binôme. Chacun de vous va choisir la personne avec laquelle il va travailler. Première chose. Deuxième chose, vous allez choisir un sujet. Un sujet qui est pour vous accessible, abordable, dans lequel vous vous sentez facile. نفترض مثلا قرأتوا واحد chapitre مثلا chez أستاذ يعني chez un prof de votre master, vous avez bien maîtrisé ce chapitre. Vous pouvez faire un exposé, n'est-ce pas? Le problème dans ce genre d'exposé, c'est que vos camarades ils sont déjà au courant des données de ces exposés. Vous n'allez pas apporter quelque chose de nouveau. Donc, essayez de faire des recherches. Essayez de chercher des sujets qui sont d'actualité. Aujourd'hui, au Maroc, le débat actuel tourne autour de la nouvelle Modouana, oui ou non? Oui. La nouvelle Modouana. Oui. On parle de la nouvelle Modouana. On parle des libertés. Le problème des libertés maintenant. C'est un problème vraiment crucial au Maroc. On parle de... Regardez. Oui? Les peines changeables. J'ai pas bien entendu. Les peines changeables, العقوبات البديلة. Les peines Oui. changeables. Oui, les peines Changer ou la changeable. les peines interchangeables. Les peines interchangeables qui ont été bien sûr amorcées par monsieur, je crois aussi, oui, monsieur Houbi, n'est-ce pas? Le ministre de la Justice. Oui, Le ministre oui, de la Justice. oui. Donc voilà. Je préfère le choix de sujets qui sont d'actualité. Comme ça, on reste dans l'actualité et comme ça, on peut débattre. Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est le débat. Est-ce clair? Oui, 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 c'est bien clair. Oui, c'est clair. C'est bon. Donc, c'est à vous de... Donc, je vous laisse choisir le sujet qui vous plaise. Moi, en tant que prof de communication, je vous aiderai à faire, bien sûr, donc de A à Z. Ça veut dire comment faire les mots que vous devez dire, comment présenter le texte de l'exposé, la problématique, les axes, comment présenter, donc, quels sont les connecteurs logiques pour passer d'une idée à une autre. Tout ça, ce sont des techniques qu'on apprend par la répétition. Est-ce clair? Croyez-moi, Oui, oui. de ce que disent les personnes à la télé, ce sont des choses qui sont donc le fruit de la répétition, d'une part, mais aussi un très bon exposé. On dit parfois, cette personne parle bien, mais elle parle bien parce qu'elle a bien préparé son travail. Croyez-moi, le gage, très bon travail, c'est toujours la bonne préparation. Si le travail est bien préparé, on peut faire bien sûr un très bon exposé. Aussi, comment poser les questions? Quelles sont les techniques de poser les questions? On ne va pas seulement aborder dans notre travail seulement le côté verbal, ça veut dire ce que vous allez dire, mais aussi le côté non verbal. Comment bouger? Est-ce clair? La gestuelle, les mains. Je vais faire bien sûr ce travail dès qu'on soit en classe, Inch'Allah. Les mains, le langage des mains. J'ai déjà des données sur ça. Je vais faire un cours sur ça. Les mains, ça veut dire les mains de celui qui parle
quel message envoie chaque geste de vos mains. Est-ce clair? Et quels sont bien sûr les gestes que vous devez adopter pour transmettre la confiance en soi aux autres. Croyez-moi, si vous arrivez à transmettre la confiance en soi aux autres, les autres, ils vont vous faire confiance. Et ils vont vous écouter. Et ils vont donner de l'importance à ce que vous êtes en train de dire. C'est bon? C'est bon. Oui, monsieur. Voilà, donc c'était donc tout à propos de notre stratégie de travail concernant donc la langue française. Je crois que c'est grâce à cela qu'on va apprendre la langue française, bien sûr, et soyez sérieux. La seule chose que je vous demande, c'est le sérieux et faites un travail de fond. C'est clair? Merci, Voilà. super. Maintenant, je vais donc passer à autre chose. Je vais vous parler de l'importance de la communication, mais l'importance de la communication, mais aussi dans le domaine de la politique. C'est clair? Alors, je vais donc arrêter le partage. واش صافي سالينا الحصة حكيم؟ غير تبغي تبارطاجي معنا شي حاجة. حكيم لكن واش هادشي دابا غنديروه غدا ولا شنو؟ غدا غادي يعطينا لي سوجي يمكن. يعني واش غدا راك ناضي يا با حكيم، راك ناضي. واحد حكيم وغدا امتى؟ غدا امتى في هاد الوقيته النيج مع 3 واش ولا نقدروا عند فلاح فهمت؟ راه ما نقدروا نكونوا مازالين عنده الساده. الحصة راه راه قال لكم غتغدوها ماشي نقدروا الحصة. حكيم وداك الدوكيمون اللي كان قال لنا ديك السيمانه هذاك كيفاش نقادو ليكسبوزي، كيفاش نبريزونطيو، كيفاش هذا. وهذيك في Salam alaikum. Est-ce que vous attendez ma disparition pour parler? oui, oui, Vous parlez de ma présence. Moi, j'aurais aimé vous entendre et avoir votre avis sur ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Avant que je commence. Parce que oui, bien personnellement, sûr, monsieur. Oui, dans le domaine, on est d'accord avec vous, monsieur. dans le domaine de la communication, croyez-moi, le cours magistral, c'est à éviter parce que normalement, dans une communication, dans un cours magistral, on est dans ce qu'on appelle la communication unilatérale. La communication unilatérale, ça veut dire la communication dans un seul sens. C'est le prof qui parle avec ses étudiants. Et normalement, ce genre de communication n'apporte rien. Surtout lorsqu'on est en train d'apprendre la communication en tant qu'activité. On a besoin d'un cours qui soit interactif et où la communication est bilatérale, ça veut dire des deux sens, A vers B et B vers A. Quelles sont vos remarques à propos de ce que je viens de dire? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous avez d'autres idées pour enrichir? Moi, j'ai oublié de vous dire une autre chose. La feuille que vous allez remplir, il vous faut combien de temps pour me la ramener? Ça peut être de toute façon. Donc, moi je vous donne une semaine. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Je vous donne une semaine pour préparer la feuille. Déjà, les exposés, on va les commencer, Inch'Allah, après l'Eid. Ça ne va pas être pendant la période Ramadan. Ça va être après l'Eid, Inch'Allah, qu'on va démarrer nos premiers exposés. Et je crois que nous aurons l'occasion, donc, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps dans cette deuxième session, on va donc faire des séances de 4 heures. Au lieu de séances de 200, on va faire des séances de 4 heures, n'est-ce pas? Pour faire donc le maximum d'exposés. C'est bon? Autre chose que j'ai oublié de vous dire. Oui?
C'est très bien. La démocratie. C'est ça ce que je vais vous, c'est ça ce dont je vais vous parler maintenant. Juste après ça, je vais parler de ça. C'est bon. Alors, les feuilles que vous allez me donner combien de feuilles? À peu près 23 feuilles, n'est-ce pas? Dans chaque feuille, Oui. il y a un exposé avec sa problématique, avec les axes que vous allez aborder, et avec bien sûr 7 questions très simples que vous allez poser à vos camarades. Clair, s'il vous plaît? Alors, moi, ce que je vais faire, je vais réunir ces 23 pages dans un seul document. Et au début, bien sûr, je vais mettre les techniques de l'exposé. Et comme ça, vous aurez tous, chacun de vous aura, dès le début, ça veut dire dès le commencement, aura un petit fascicule, ça veut dire un petit document PDF, dans lequel vous aurez tous les exposés que vous allez faire pendant S2. Est-ce clair, s'il vous plaît? Comme ça, avant d'arriver au cours, vous serez toujours préparé, et vous devez préparer au préalable, bien sûr, donc les questions auxquelles vous aurez à répondre pendant le débat qui suit immédiatement notre exposé. C'est bon? C'est bon, chef. Alors voilà. Oui. Voilà, si vous voulez, non, ça me dérange pas l'enregistrement, mais tout simplement dans un cours normalement à distance, surtout lorsqu'il est interactif, je préfère qu'il soit un cours un peu libre, c'est clair. L'essentiel, de toute façon, pas de problème, pas de problème qu'on voulait. Vous pouvez enregistrer, bien sûr, ou donner aux autres. Mais ces autres-là, ils doivent être ici, malheureusement, normalement, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Alors, je ne vois ici que 28 personnes, alors que vous devez normalement être 46. Donc, c'est la moitié qui est à peu près présente. Et ça, on le discutera après, bien sûr. Monsieur, les départs à difficulté de matériel, c'est pas de présence. Matériel? Pas de difficulté de matériel. Est-ce que vous êtes incapable de se connecter via vos portables? Oui. Est-ce qu'il y a parmi vous des étudiants qui se connectent via leur portable? Oui, Oui, oui. Oui. Et alors, où est le problème? Je ne vois pas de problème. Non, Oui, monsieur. il n'y a pas de problème, si. Non, pas de problème. Oui, c'est très simple lorsqu'on le veut. Donc, lorsqu'on veut, J'ai on peut. apprécié. Moi, personnellement, j'ai apprécié cette méthode. C'est très intéressant. Mais malheureusement, il ne sera pas très pratique lors des exposés, parce que normalement, dans un exposé, on doit voir l'étudiant qui parle, on doit donc interagir avec lui donner des commentaires, et ça demande une présence physique en classe. Ici, le problème du cours à distance, généralement, c'est le problème du feedback. On ne sait pas, on n'a pas la capacité d'imaginer la réaction des autres pour ajuster, pour adapter notre façon de parler, selon bien sûr les besoins du récepteur. Donc, acceptez Leïla, s'il vous plaît. Voilà, on l'accepte. Avec grand plaisir, bien sûr. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé je vous ai dit qu'on va parler de plusieurs choses. Je vous ai donné seulement des mots-clés, à savoir les sophistes, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai entendu le sophisme. Le sophisme, ça n'a rien à voir avec le sophiste. Le sophisme, c'est un mouvement spirituel. Le sophisme, c'est un mouvement spirituel. Alors voilà, il y a des étudiants qui acceptent, c'est bon. Alors que le sophiste, c'est autre chose. On va voir donc ça aujourd'hui avec le sophiste. Mais ce que j'aimerais de vous, c'est une fois quelque chose n'est pas clair, quelque chose demande une clarification, n'hésitez pas bien sûr à demander de l'aide, à poser des questions, surtout poser des questions et à exprimer votre avis. Ou surtout, si vous avez un ajout par rapport à ce que je dis, toutes vos remarques
toutes vos idées sont les bienvenues, bien sûr. Alors, on va commencer. Notre sujet, c'est de vous parler de la relation entre la communication et de vous montrer, surtout, donc, ce n'est pas la relation avec la communication, mais de vous montrer l'importance de la communication dans le domaine juridique et dans le domaine politique. Voilà pourquoi on va faire un petit voyage dans le temps pour voir dans quel moment de l'histoire est né ce qu'on appelle aujourd'hui l'art de parler. L'art de parler, n'est-ce pas? L'art de parler, ou ce qu'on appelle justement la rhétorique. La rhétorique. Alors, je vais donc partager avec vous donc, un document pour comme ça que je puisse y lire. Ça va être beaucoup mieux clair. Attendez, donc anglais. Est-ce que vous avez déjà un partage, n'est-ce pas? Pas encore. Vous n'avez pas de partage jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Donc, attendez. Allez, voilà. C'est bon. On fait ce qu'on appelle la rhétorique. Ou on peut l'appeler aussi l'art de parler. L'art de parler. C'est bon? Oui. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Oui, monsieur. Oui. Bon. Oui, monsieur. Est-ce que la présentation est claire? Oui, c'est clair. Alors on commence. Alors la première des choses, la rhétorique ou l'art de parler, qui est d'ailleurs le fondement même de la communication, est né dans la Grèce antique. Est né dans la Grèce antique, c'est pas la Grèce d'aujourd'hui, la Grèce antique, exactement au 5e siècle avant Jésus-Christ. القرن الخامس قبل الميلاد. Lorsqu'on parle de la rhétorique, de la naissance de la rhétorique, il y a une chose très intéressante toujours dans mes recherches. À chaque fois que je cherche à propos d'un sujet, je me pose la question, pourquoi? Je dis quoi pourquoi? Parce que j'ai l'intime conviction que la création de quelque chose ou l'invention de quelque chose, il ne vient jamais au hasard. Lorsque l'humanité invente quelque chose, c'est toujours pour répondre à un besoin. C'est parce qu'il y a une nécessité. Alors, si vous mettez ça dans votre tête, vous allez comprendre. Donc, on se pose la question, pourquoi la rhétorique, qui est l'art de parler, est née dans la Grèce antique? Alors, la réponse, c'est que tout simplement, cette rhétorique ou l'art de parler, est né dans la Grèce antique pour répondre à une nécessité, pour répondre à un besoin. Est-ce clair? Alors, c'est quoi ce besoin? Ce besoin, c'est quelque chose qui va naître en parallèle avec la rhétorique. Une chose que vous savez tous. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Est-ce clair? La démocratie, démocratia, est née dans la Grèce antique. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'un des outils les plus efficaces, les plus redoutables de la démocratie, ce n'est que la rhétorique, la parole. Est-ce clair, s'il vous plaît? C'est là? C'est la parole. Et je vous donnerai plusieurs phrases qui montrent cela, qui montrent que le cœur même de la démocratie, c'est la parole. Donc la démocratie est fondée sur un phénomène de communication. Alors comment? Et avant tout d'abord de parler de la démocratie, elle aussi, elle est née au 5e siècle avant Jésus-Christ dans la Grèce antique. Mais pourquoi cette démocratie est-elle née, à votre avis? C'est toujours dans le même esprit. C'est pour répondre à un... Quoi? Pour répondre à un besoin.
La démocratie est née au 5e siècle avant Jésus-Christ pour répondre à un besoin. Ça veut dire que les habitants de la Grèce antique avaient besoin d'un système politique qui répond à leurs aspirations. C'est clair? Est-ce que mon discours est clair? Parce que normalement, avec les étudiants de la licence fondamentale, je recours de temps à autre à l'arabe, mais avec des étudiants en master, pardonnez-moi, je trouve du mal à basculer en arabe. C'est bon? Non, c'est clair, c'est clair. Oh, Monsieur, c'est clair. c'est clair. Alors, C'est clair, l'idée, c'est quoi? c'est très clair. On reste toujours dans le même principe. Lorsqu'un peuple invente un phénomène, que ce soit un système politique ou un régime politique et la démocratie, c'est pour répondre à un besoin. Donc, pour savoir pourquoi les habitants de la Grèce antique avaient adopté ce système politique et la démocratie, on doit jeter un regard sur ce qu'il y a avant. Ça veut dire comment était la Grèce antique avant le 5e siècle sur le plan politique. Alors, pour répondre à la question, Droit de l'homme. non, c'est au contraire, il n'y avait pas de droit de l'homme. Il y avait manque de droit de l'homme. Si on jette un regard sur le système politique qui régnait avant le 5e siècle Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y avait plusieurs systèmes politiques qui ne répondent pas aux besoins de la population. Il y avait ce qu'on appelle la monarchie. Il faut dire la monarchie. La monarchie, le pouvoir entre les mains de qui? Lorsqu'on parle de la monarchie, ça veut dire le pouvoir est entre les mains d'un roi ou une famille royale, oui ou non? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Donc, avant le 5e siècle, قبل الخامس قبل الميلاد الإغريق كانت السلطة بيد ملكية, la monarchie. C'est-à-dire, que ce soit entre les mains d'un roi ou les mains d'une famille royale. Ça, dans certaines cités. Dans d'autres cités, parce que la Grèce antique, c'était un archipel, c'est-à-dire un ensemble de villes qu'on appelle les cités-États. C'est ce qui caractérise d'ailleurs la Grèce antique. La Grèce antique, c'était pas un État uni, non. C'était un ensemble d'États éparpillés ici et là. Il y avait ce qu'on appelle la cité-État, ou le Medina Daoula. Mais كل مدينة كانت عندها جميع مقومات الدولة. Athènes, c'était une cité-État. Sparte était une cité-État. Thèbes aussi de même, et ainsi de suite. Et avant le 5e siècle, avant Jésus-Christ, il y avait, dans certaines cités, il y avait la monarchie. Ça veut dire le pouvoir était entre les mains d'un roi ou d'une famille royale. Il y avait aussi ce qu'on appelle les oligarchies. C'est quoi une oligarchie? Oligarchie, ça vient de deux racines. Oligos, qui veut dire petit, au petit nombre, et archos, qui veut dire commandé. Donc, c'est quoi l'oligarchie? C'est tout simplement une forme de gouvernement où le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. C'est bon, s'il vous plaît? Lorsqu'on parle de l'oligarchie, ça veut dire le pouvoir est entre les mains d'une élite, l'urba, de la société. Il n'est pas entre les mains de toute la société. C'est bon? Je vais me contenter de ces deux exemples. Donc, avant le 5e siècle, avant Jésus-Christ, le pouvoir était entre soit les mains d'une monarchie, soit les mains d'une oligarchie, soit aussi entre les mains de ce qu'on appelle les tyrans. Les tyrans, ce sont des personnes qui prennent le pouvoir d'une façon, donc, par la force. On les appelle les tyrans. Et d'ailleurs, le mot tyran par la suite a eu une connotation négative parce que tyran veut dire, ça vient de la tyrannie tauriane. Donc, taria, le tyran, donc taria. Celui qui prend le pouvoir par la force. Donc, si on veut faire une lecture rapide, comment étaient les systèmes politiques avant? Comment étaient les systèmes politiques avant le 5e siècle? C'était toujours des systèmes politiques comme la monarchie, l'oligarchie et la tyrannie, dans lesquels le pouvoir était entre les mains de qui? D'une seule personne. Ça. Et comme conséquence normale de cette détention par le pouvoir d'une seule personne, à votre avis, sur le plan social, est-ce qu'on peut avoir donc, une certaine forme de justice lorsque le pouvoir est entre les mains d'une seule personne?
Non. Non, bien sûr. Donc la monarchie, l'oligarchie aussi, cette élite, cette élite aristocrate, bien sûr, qui prennent le pouvoir, les conséquences sur le côté social étaient des conséquences désastreuses. Il y avait de l'injustice, il y avait de la pauvreté, il y avait de la tyrannie, il y avait n'est-ce pas, il y avait du despotisme, il y avait donc la population vit dans un contexte néfaste et toxique. Et il fallait se débarrasser de ces personnes. Et c'est vrai, c'est ça ce qui va se réaliser au 5e siècle. Au 5e siècle, les habitants de la Grèce antique, ils vont se débarrasser de système politique, n'est-ce pas? Et ils vont ouvrir une nouvelle page. Et dans cette nouvelle page, ils ont décidé de ne pas répéter les expériences précédentes. Ça veut dire éviter que le pouvoir soit entre les mains d'une seule personne, que ce soit la monarchie, l'oligarchie ou la tyrannie. Voilà pourquoi ils ont décidé que le pouvoir doit être dorénavant, à partir de maintenant, entre les mains de qui? C'est très bien. Le pouvoir va être entre les mains du peuple. Et c'est ça ce qui va donner ce qu'on appelle la démocratie. Je vous rappelle que démocratie, ça vient de deux racines. Vous avez démos, ça veut dire quoi? Vous avez démos et cratie. Démos veut dire le... Non, veut dire le peuple. Démos veut dire le peuple et cratie veut dire quoi? Le jugement. Le pouvoir. Le pouvoir. Ce qui veut dire, c'est quoi démocratie? Démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, oui. Oui, monsieur. Le pouvoir du peuple. J'aimerais vous faire un petit dessin pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer en temps de la monarchie et de l'oligarchie au système politique qui est la démocratie. C'est pour cela que j'ai besoin d'un petit tableau. Regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais m'écrire ce tableau-là. Vous le voyez? Oui. Oui, oui, monsieur. Alors, imaginez que ce rectangle, avant le 5e siècle, était entre les mains de qui? Imaginez que ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est le pouvoir. Donc tout ça était entre les mains de qui avant le 5e siècle? Le roi. Était entre le roi, entre les mains du roi ou l'oligarchie. Avec la démocratie, qu'est-ce qui va se passer au pouvoir, à votre avis? Regardez. Chaque habitant, imaginons H ça veut dire habitant, chaque habitant va quoi? Prend pouvoir. Va participer à ce pouvoir. Participer. Qu'est-ce qui va se passer au pouvoir? Non, j'attends un verbe. Le pouvoir qui était avant monolithique, ça veut dire monolithique, ça veut dire, je ne trouve pas le mot en arabe. Monolithique, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer à ce pouvoir? Il va se séparer. Il va se séparer, il va se diviser. Il va se diviser. السلطة كانت من قبل في يد واحد، السلطة دابا في يد الديمقراطية السلطة تجزأ، ما تبقاش في يد واحد، في يد مجموعة من الأشخاص. خصكم تعرفوا بأن هذه الفكرة ديال تجزيء السلطة راه هي اللي وضعت مونتسكيو في القرن الثامن عشر. Donc je viens toujours à l'arabe. Cette idée de la division du pouvoir, la segmentation ou la fragmentation du pouvoir, c'est elle qui va donner par la suite à Montesquieu au XVIIIe siècle l'idée de la séparation du pouvoir dans son livre qui s'appelle L'esprit des lois. Montesquieu, dans son livre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans une société équilibrée, dans une société démocratique, on doit avoir une séparation des pouvoirs, une séparation entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ça veut dire on doit y avoir une séparation entre celui qui promulgue la loi et celui qui exécute la loi et celui qui veille à l'exécution de la loi. Contrôle. السلطة تشريعية ومن ينفذ القانون هي السلطة تنفيذية. ومن يسهر على تنفيذ القانون هو السلطة القضائية. القضائية. Donc c'est là.
Donc le pouvoir n'est plus entre les mains d'une personne, mais le pouvoir est désormais, ça veut dire à partir de maintenant, est entre les mains d'un groupe de personnes. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Alors maintenant, on arrive à l'essentiel. On arrive à l'essentiel. Pour qu'un groupe de personnes participe au pouvoir, ça veut dire quoi le pouvoir? Ça veut dire que tout le monde participe à la prise des décisions qui concernent la gestion et l'organisation de l'État. C'est clair? Oui, oui. D'abord, Oui. comment appelle-t-on la ville dans la Grèce antique, dans la langue grecque? Comment appelle-t-on la ville? La ville, c'est quoi? La ville, c'est ça. C'est quoi? Un ensemble, un ensemble de... un Non, ensemble c'est la de- police. La police avec S, il y a le Medina, la police. La police. منها جات كلمة Politique. la politique. Donc, qu'est-ce que c'est la politique? La politique, Yes. c'est très bien. Ça a une relation avec la gestion. Ça veut dire quoi la gestion? كثير Et l'organisation. L'organisation de la police. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? La politique, والتدبير تنظيم المدينة والمجتمع. المدينة مجتمع. نرجع قبل القرن الخامس عشر. القرارات اللي كتهم التدبير والاورغانيزاسيون ديال لا بوليس شكون كان كياخذها من قبل؟ une seule personne, Le roi. Le roi. soit le roi, soit l'oligarchie. ولكن avec l'avènement du système démocratique, maintenant c'est tout le peuple qui va prendre la décision. Tout le monde va participer à la gestion et à l'organisation de la police. Donc tout le monde doit donner son avis. Régime parlementaire. Régime parlementaire. Le régime parlementaire dont vous parlez, normalement, c'est une forme beaucoup plus développée de ce que les Grecs ont vécu ici. Parce que avec les Grecs, on va le voir, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. La démocratie directe. Alors que vous êtes en train de parler de ce qu'on appelle la démocratie participative. Non, pardon, la Collaboration de démocratie pouvoir. représentative, je me rappelle très bien. La démocratie représentative. J'aimerais vous dire une chose, s'il vous plaît. هذا le lien ديال جوجل ميت normalement كيخدم فقط ساعة واحدة. Donc la تقطع non. Donc ça restera juste 3 Elle a تقطع minutes. ضروري ما نزيدو 20 minutes parce que je dois terminer quelque chose, n'est-ce pas? Elle a تقطع نصيفط لكم le lien مباشرة وادخلوا ليه صافي. D'accord. Donc, on n'allez pas loin. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous allez bien avec moi, s'il vous plaît? Oui, oui. Oui. Donc, avant le 5e siècle, avant Jésus-Christ, c'était donc le pouvoir entre les mains d'une seule personne. Avec l'avènement de la démocratie, c'est le peuple qui prend la décision. Donc, qui va choisir le gouvernant? Qui va choisir les personnes qui vont gouverner? Le peuple lui-même. C'est le peuple qui va choisir. Deuxième. Maintenant, je vais parler de ces personnes qui veulent gouverner, qui veulent participer à la vie politique. Que veut dire participer à la vie politique? Ça veut dire être une personne qui prend des décisions. Et pour être une personne qui prend des décisions, vous devez être choisi par le peuple. Oui ou non? Oui, Ouais. oui. Maintenant, Oui. si nous avons plusieurs personnes qui veulent tous ensemble participer à la vie politique, alors comment choisir les personnes les plus appropriées pour diriger et pour gérer et pour organiser la police? Là où la communication devient quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Ouais. Parce que pour convaincre chaque personne qui veut participer à la vie politique doit convaincre le peuple qu'il est la personne convenable, la personne adéquate qui peut prendre les bonnes décisions en faveur du public. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. C'est on va voir la naissance de la première forme, n'est-ce pas? La première activité qui va donner sens à la démocratie, qui est le quoi? Le vote. Le vote. Quoi le vote? Et ouais. Collectif. Intékhab. Oui, Donc, absolument. le principal qui est très au collectif. Pas une- Le vote, oui. Voilà pourquoi on dit que le vote, c'est quoi? Le vote, c'est un acte, quoi? Un acte Politique.
politique. sélectionné. Pourquoi le vote est un acte politique? Parce que c'est grâce au vote que moi, citoyen, j'exprime mon avis. Et je participe à la prise des décisions concernant la gestion et l'organisation de